Dans les différentes régions du pays, le projet de construction de 108 salles de classe en milieu rural à Tissato à la Gawal. Cette politique de promotion de l'éducation à la base est accompagnée par l'Agence nationale de financement des collectivités, un instrument de lutte contre la pauvreté qui vient faciliter l'accès aux services sociaux de base. Les détails avec Fodé Camara. Dans les régions de Zérékoré, Kankan, Labé, Kindia et Boké, le projet de construction de 108 salles de classe en milieu rural vient corriger le déficit d'infrastructures scolaires. Dans la préfecture de Gawal, ce projet d'école pour tous touche le collège de la commune rurale de Kakoni. En plus de la direction, des salles de classe sont aussi construites avec des compartiments complémentaires d'utilité publique, comme le forage et les latrines. Ce collège a une historique très longue. De 1954 à nos jours, une première construction un peu devant, la construction est tombée, une deuxième elle est tombée, on est à la troisième, c'est cette troisième là qui est en ruine. Le gouvernement a eu l'initiative de remplacer le collège qui est tombé par celui-là, qui rentrera en exécution à l'ouverture prochaine. Déjà, le lycée a été construit un peu plus devant. Donc si le lycée et le collège se donnent les mains ici, les élèves vont étudier dans la liberté et dans l'égalité. À Kakoni, le patrimoine du service national des infrastructures et équipements scolaires s'agrandit. Aujourd'hui, le lycée professeur Alpha Condé permet aux jeunes de cette localité de continuer leurs études sans se rendre au centre-ville de Gawal ou de Télémélé. Pour poursuivre cette dynamique de développement à la base, l'Agence nationale de financement des collectivités prévoit la construction d'une boucherie moderne et d'une maison des jeunes. Un centre d'éveil communautaire très salué par les autorités locales et les ressortissants. Comme toutes les étapes, nous avons fait la pose de la première pierre pour des projets de développement de l'ANAFIC et des projets qui ont été offerts par le président de la République, le professeur Alpha Condé, à sa population. Ce qui est à sa juste valeur prouve que le président est soucieux pour le bien-être de sa population. Mais cette étape est différente des autres étapes. Parce que là, je suis chez moi, je viens de ce village de Kakoni. Je suis réconforté à plus d'un titre parce que le président de la République a pensé à ma population. L'élevage, un secteur porteur de croissance, est l'une des principales occupations des populations rurales de Gawal. Les boucheries et autres infrastructures de commercialisation prévues par l'ANAFIC viennent soutenir la dynamique du développement local dans cette grande zone de production. Et puis cette politique du chef de l'État s'installe avec efficacité dans les CRD du pays. À Sigri, plus de 40 ouvrages sont en chantier. C'est le ministre de la fonction publique qui a procédé au lancement des travaux. Baba Kouyaté. La formule initiée dans les communes rurales de développement du pays est appréciée par les populations à la base. Ici, dans la préfecture de Sigiri, les travaux de construction de plus de 40 infrastructures sont lancés. Dans les districts de Damisakura, sous-préfecture de Dianakoro et Konomakura, dans Kinyebakoro, les populations participent à la pose de la première pierre de leurs postes de santé. Des postes de santé qui seront remis dans 4 mois pour favoriser l'amélioration de la santé des populations. C'est la première fois qu'en Guinée, un tel projet à la fois démarré à la fois dans tous les CR de la République. Ça, c'est une vision du professeur Alpha Condé. Donc nous nous encourageons à continuer. C'est que le projet à l'Afrique est une réponse directe de l'immigration clandestine des enfants de la Guinée. Le projet en Afrique est une réponse directe de la promotion des petites et moyennes entreprises de la Guinée. Le projet en Afrique est une réponse directe de la promotion de l'emploi des jeunes de Guinée. En Nukunkan, l'ANAFIC, dans son plan d'action annuel, assure le financement de son marché moderne et plusieurs autres ouvrages dans ces districts. Dans la sous-préfecture de Nourasuba, également, les autorités locales et la mission gouvernementale lancent les travaux de canalisation d'1 kilomètre de route, la rénovation et l'équipement de la maison des jeunes. C'est la première fois qu'un chef d'État pense au développement à la base. Les actions qui sont dans les capitales, qui sont dans les préfectures, qui sont dans les régions, de venir réaliser les mêmes actions dans les communes. C'est la première fois dans l'histoire chez nous. À Faranwalia,
La localité entame les travaux de construction du marché moderne et la maison des jeunes. Selon les populations, l'ANAFIC va permettre au gouvernement d'accélérer le développement à la base. Une meilleure formule pour booster le développement des collectivités, selon le ministre Doumbouya. Qui dit développement d'un pays dit que cette population qui se trouve dans nos campagnes, dans nos villages, a accès à l'eau, à l'électricité, aux bonnes routes, aux bons soins de santé. Comme nous l'avons vu, nous avons posé les premières pierres des centres de santé, des marchés, des maisons de jeunesse. Donc c'est là véritablement le démarrage du développement à la base. Avec l'ANAFIC, qui est l'Agence nationale de financement des collectivités, la formule est trouvée pour que le décollage se fasse comme il se doit, par la base. À travers les pas de danse tirés du folklore de la contrée, le district de Djelikoura, dans la sous-préfecture de Niagasola, reçoit la mission du gouvernement pour la pose de la première pierre d'une école de 3 classes. Direction Kouroussa, les communes rurales de Balato et Doura viennent aussi de bénéficier de plusieurs infrastructures grâce au projet de développement financé par l'ANAFIC. Les travaux de construction ont été officiellement lancés par le ministre secrétaire général du gouvernement, Mamadi Terna Kamisoko. Balato, une des communes rurales de Kouroussa, ouvre ses portes au ministre secrétaire général du gouvernement et sa délégation. Sékou Kourouma est dans le Hamana pour lancer les travaux de construction d'infrastructures d'intérêt communautaire. Ici, il est prévu la réalisation d'une maison des jeunes et d'un siège pour le bureau de la commune rurale. Des actions de développement bien accueillies à Balato. Nous avons eu beaucoup d'octrois ici avant l'arrivée de ces montants faramineux qui ont permis la joie, l'émerveillement de cette population. Après Balato, le ministre Kourouma rencontre les populations de Koura-Passando dans le district de Karikarissa. Dans cette localité, une école primaire et un centre de santé viendront prochainement soulager les habitants. Cette pose de la première pierre de cet édifice est aujourd'hui un grand soulagement pour cette population qui voit une partie de ses souffrances abaisser. Le taux d'analphabétisme, grâce à l'initiative du vaillant président, le professeur Alpha Condé. Agnès Sénéké Djamana Ledi Tuyaodo, mais Doukoro Namfolo Fana, ou Fana Bola Ambraya. Nous sommes un scandale agricole, mais cela ne nous empêche pas de développer nos activités minières. C'est pourquoi les revenus générés par nos mines à travers le FODEL et l'ANAFIC nous aident à financer ces projets communautaires. Ce que vous bénéficiez cette année n'est qu'une étape. Chaque année désormais, il y aura des projets pour vous. Dans ces localités visitées, le ministre Sékou Kourouma s'est dit émerveillé par la qualité de l'accueil et a réitéré la volonté du gouvernement à booster le développement local à travers une meilleure répartition des richesses du pays. Autre sujet d'actualité, le renforcement de la résilience des moyens agricoles face au changement climatique dans la zone nord de la Guinée entre dans sa phase de vulgarisation. Les acteurs ont échangé sur les acquis du projet afin de permettre aux parties prenantes de s'approprier des pratiques identifiées. Compte rendu, Ousmane Ba, Alpha Gaba. Depuis 5 ans, le projet REMEC réalise des actions en faveur de populations de Gawal, Koundara et Mali. Leur aide à la pérennisation des acquis du renforcement de la résilience des moyens d'existence des communautés agricoles face au changement climatique. Cette projection permet à toutes les parties prenantes représentées ici de s'approprier les bonnes pratiques identifiées en vue de les diffuser en large échelle au profit des utilisateurs tels que les instituts de formation et services techniques. La dernière mission d'évaluation qui allait sur le terrain nous a rendu compte de l'effectivité de l'atteinte des différents objectifs en termes d'appui communautaire et d'implication des communautés dans la réalisation des plantations agroforestières, les points d'eau qui ont été établis pour faire le dispositif de goutte à goutte pour permettre à ce qu'il y ait une utilisation rationnelle de la ressource en eau dans ces zones
où le déficit hydrique est très important. Et on a vu aussi l'engagement des autorités, qu'elles soient administratives et politiques, pour accompagner l'ensemble de ce processus. La réalisation des infrastructures de base en tenant compte des préoccupations des populations inscrit le projet REMEC en droite ligne des objectifs du développement durable. Objectifs du développement durable, que ce soit la faim, le jar, l'eau et beaucoup d'autres activités, en soignant par exemple, en résolvant un problème d'eau, à la fois on résout beaucoup de problèmes. Il faut s'adapter avec ces mesures, que les populations comprennent que ceux qui font les atteintes contre la nature, c'est pas normal. La nature n'a pas besoin d'être protégée en soi. C'est notre propre existence qui est menacée dans cette belle nature. Le projet a pu réaliser 240 exploitations agroforestières dans le cadre de la promotion de l'agriculture durable et 80 points d'eau. Ce jeudi, le comité interparti a tenu une réunion sur la mise en place des démembrements de la CENI. Le processus de recrutement d'un cabinet d'imagerie pour la fourniture d'une solution complète de gestion du fichier électoral biométrique a été également débattu. Le point avec Mac Mendoza. Autour de la CENI, les acteurs politiques, représentants du gouvernement et membres de la société civile, tous déterminés à renouer le fil du dialogue. Cette rencontre au compte du comité interparti vise le partage d'un certain nombre d'informations relatives aux prochaines législatives avec les différents acteurs, mais également insister sur la nécessité de leur implication à chaque étape du processus pour davantage de transparence. Nous réaffirmons notre appui et notre exigence par rapport à la transparence des processus électoraux. La CENI accorde aussi un prix à la transparence qui passe naturellement par le partage d'informations, surtout avec les parties prenantes importantes des élections qui sont les partis politiques et la société civile. Une élection sans transparence est une parodie d'élection. La mise en place des démembrements de la CENI passe de 2420 à 5052 pendant ces élections législatives. Cela va entraîner un gap mensuel d'un peu plus de 20 milliards de nos francs, ce qui représente une difficulté pour l'institution. Nous sommes confrontés à des défis d'ordre juridique et économique qui nous empêchent d'aller vite à la mise en place de ces démembrements. Parmi les défis, nous avons pris l'application des articles 22 et 23 de la loi organique L044 de l'Assemblée nationale du 5 juillet 2018 qui a fixé l'effectif de membres de démembrement. Ces deux articles nous amènent à un écart par rapport au passé. Ça, c'est un défi majeur que nous avons constaté lors du calcul de l'effectif. Ces difficultés toutefois surmontables pour l'ensemble des acteurs politiques. Le problème, c'est que la CENI a été installée en janvier alors que le budget avait déjà été voté. Mais en la matière, quand il y a une loi qui a été votée et qui a des implications financières, c'est-à-dire qui aggrave les dépenses de l'État, c'est souvent dit dedans que c'est supporté par le budget. Donc ce qui était à faire par la CENI, c'est de se rapprocher du ministère du Budget et la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale pour demander à ce que le budget pour l'organisation des élections soit réexaminé en fonction de la loi qui a été votée. Parce que la loi a pris en compte la nécessité de la transparence afin d'assurer une couverture spatiale au niveau de toutes les circonscriptions par la présence des commissaires locaux de la CENI. Il faut un consensus entre les acteurs, la société civile, les partis politiques. S'il y a un consensus, les représentants au niveau de ces démembrements deviendra très facile. Mais la CENI ne peut pas se permettre de prendre un critère sans consulter les principaux acteurs. Et cela peut entraîner à des incompréhensions qui peuvent affecter le processus. À travers des panels, plusieurs autres questions relatives au cadre juridique ont été aussi passées en revue. Des informations pour davantage préparer les acteurs à comprendre les mécanismes et autres contraintes liées au processus électoral.
Célébration ce matin de la journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises. Les PME guinéennes ont mis l'occasion à profit pour évoquer les maux dont souffre le secteur, notamment l'accès au financement. Abdelkarim Kamara, reportage. Ce centre offert par le gouvernement est désormais un incubateur pour les petites et moyennes entreprises guinéennes. Ici, la journée internationale de ces entreprises est célébrée sur fond de plaidoyer. À l'adresse des décideurs, la Direction nationale des PME sollicite sa mise sur orbite dans la promotion des activités entrepreneuriales. Un rôle de premier plan pour inciter les entrepreneurs à explorer des idées novatrices et intervenir sur des marchés non exploités. Organiser cette journée internationale des PME, c'est donner un certain ton à l'opinion nationale, c'est dire à l'opinion que c'est vrai, les PME sont au cœur du développement, donc constituent par leur densité le moteur de la croissance. Donc il faudrait que l'on sache quel est le rôle que jouent les PME dans le développement économique d'une nation. Développement des PME et entrepreneuriat féminin est le thème retenu cette année. Plus de 500 chefs d'entreprise échangent autour de divers sujets. L'initiation à l'entrepreneuriat, l'accès au financement des PME, le rôle des incubateurs ou encore la valorisation des produits locaux. Au cœur des débats, l'absence de réglementation du secteur est dénoncée. Pour que les PME puissent avancer, la première chose, c'est la structuration. Les PME guinéennes, beaucoup ne sont pas structurées. Il y a une confusion entre les entreprises et les ONG. S'il y a un bon suivi, n'est-ce pas, des PME, on peut savoir qui fait quoi. Pour que les gens ne fassent pas la même chose ou ils ne fassent pas les choses qui ne sont pas bonnes, on a dit micro, petite et moyenne. Cette classification, il y a une confusion, les gens ne savent pas. Deuxièmement, il y a beaucoup qui évoluent, n'ont pas d'agrément. Troisièmement, il y a beaucoup qui évoluent dans des secteurs qui ne sont pas des secteurs dans lesquels ils excellent. D'ores et déjà, une palette de mécanismes est mise en place par le gouvernement. Le ministère de l'Industrie est à pied d'œuvre pour vulgariser les réformes engagées afin que les PME s'en imprègnent. Il faudrait qu'au niveau du ministère, nous redoublons d'efforts, que les services techniques du département fassent surtout connaître leur institution. On ne peut pas continuer à faire les réformes. D'abord, celles qui ont été mises en œuvre doivent être évaluées pour en connaître les points forts et les points faibles. Au sortir de 2 jours de discussion, chaque acteur est amené à agir dans l'esprit de rendre les PME un moteur de croissance économique. La finalité est de créer de l'emploi et de la richesse pour un développement socio-économique rapide et durable de la Guinée d'ici 2030. Autre commémoration hier du côté de la région de l'Abbé, c'était la journée de soutien aux victimes de la torture. Une journée consacrée à la sensibilisation des forces de défense et de sécurité sur les nouvelles dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale révisés et adoptés en 2016. Abdoulaye Diallo, Sarafdine Diallo, reportage. Depuis 1989, la Guinée fait partie des nations ayant souscrit à la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels et inhumains. De ce fait, notre pays s'est imposé l'obligation de promouvoir, de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits qui garantissent cette convention. Après la promulgation le 26 octobre 2016 du Code pénal et du Code de procédure pénale révisé, le gouvernement et ses partenaires font de cette lutte une préoccupation majeure. La Guinée a déjà fait un pas en essayant d'internaliser justement cette pratique dans le code pénal, puisque jusqu'en 2016, ce n'était pas prévu. Il n'y avait pas de torture dans le code pénal. Donc nous pensons que c'est une avancée. Maintenant, le défi, c'est de faire en sorte que cette formalisation normative soit aussi dans la pratique et dans le comportement de tous les jours des agents détenteurs de puissance publique. Malgré ces progrès significatifs, beaucoup de choses restent encore à faire, d'où la nécessité d'intensifier les activités de formation continue en matière de droits de l'homme et des droits humanitaires en direction
des chargés de l'application des lois. Justement, l'organisation de cette journée à la baie vise à sensibiliser les agents chargés de l'application de la loi pour une meilleure compréhension des dispositions de la nouvelle législation pénale relative à la lutte contre la torture. La rencontre d'aujourd'hui nous permet de réaliser qu'il y a un travail de sensibilisation à faire à tous les niveaux. À tous les niveaux parce que nous avons affaire à une population majoritairement qui ne connaissent pas forcément tous les textes de loi et qui recourent souvent au lynchage, à la justice privée, ce que j'allais dire, au molestage. On prend quelqu'un qui est soupçonné d'avoir volé dans une boutique, qu'on attaque, on le lynche, ainsi de suite. Donc la sensibilisation est déterminante et nous investissons énormément dans ce sens-là. Au terme de cette journée d'information et de sensibilisation, les agents chargés de l'application de la loi sont largement sensibilisés sur le nouveau cadre légal de répression de la torture. Il est désormais de la responsabilité de l'État de prévenir et de réprimer les actes de torture par des peines appropriées. L'humanité a également célébré le 26 juin dernier la journée internationale de la lutte contre la drogue. En Guinée, tous les acteurs ont été mobilisés autour du thème « Justice pour la santé, santé pour la justice », une politique qui vise à construire une société sans drogue. Tcherno Younoussaba. C'est en 1987 que les Nations Unies ont institué la célébration de la Journée internationale de lutte contre la drogue. Le 26 juin de chaque année est une occasion de renforcer l'action et la coopération au niveau national, régional et international en vue d'une société sans drogue. Déjà, la Guinée fait des avancées dans la lutte contre la drogue. Entre 2016 et 2019, d'importantes quantités de stupéfiants ont été saisies par les services compétents. Il y a eu des arrestations, il y a eu des saisies de drogue, notamment de la cocaïne, notamment du cannabis. Et le 13 juillet, par la grâce de Dieu, l'incinération de toutes ces drogues saisies-là sera effective avec l'appui des autorités guinéennes. Toutes les dispositions sont prises pour une parfaite réussite de l'incinération de toutes les drogues saisies. Nous sommes déterminés, même au prix de notre vie, en s'appuyant sur la justice guinéenne désormais réformée, à mener une lutte avec acharnement contre ces réseaux criminels dans notre pays et ceux venant de l'étranger. Profitant de notre peuple tout en mettant en danger sa santé, sa sécurité et son bien-être. Nous restons très préoccupés et inquiets par conscients de l'ampleur de la menace à laquelle nous faisons face. La drogue touche des personnes, notamment nos enfants. Pour lutter efficacement contre le problème de drogue, la Guinée a réussi à mettre en place différents services en vue d'apporter des solutions intégrées relatives au contrôle de la drogue. La République de Guinée a été l'une des premières à signer cette convention le jour de l'ouverture à la signature, puisque c'était à Vienne, et l'a ratifiée aussitôt. Alors ensuite, elle a mis en place, n'est-ce pas, toutes les modalités de la lutte définies par la Convention, à savoir la prévention, n'est-ce pas? On a encouragé les ONG et on a mis les pharmacies et les médecins sous contrôle. La coopération répressive, n'est-ce pas, avec les accords de coopération judiciaire, l'entraide judiciaire, l'extradition, et également au plan interne, la collaboration entre les différents services en mettant en place l'Office central de lutte contre la drogue qu'on appelle l'OCAD. À travers cette journée, des campagnes de sensibilisation seront organisées pour mieux informer les citoyens, en particulier les jeunes, sur les grands dangers du fléau. D'où le choix du thème de cette année, la santé pour la justice et la justice pour la santé. Santé, société, distribution gratuite d'1 million de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action à la population de Conakry. La campagne vise à impulser une dynamique à la lutte contre le paludisme. Adjatou Bari.
À Matam, c'est le début de la prévention accélérée contre la transmission du paludisme. Sur cette place publique, enfants, jeunes et adultes convergent vers le site de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Munis d'un coupon, les citoyens reçoivent la moustiquaire gratuitement. Je suis très content. Bon, j'ai pu en avoir les moustiquaires. Bon, ça me donne de la bonne santé parce que il n'y aura pas de palu chez moi maintenant. Je vais bien dormir sur ça maintenant. Le message clé doit être donné par rapport à la sécurisation de ces moustiquaires. Les moustiquaires sont gratuites, c'est vrai, mais elles sont achetées par l'État et les partenaires techniques au développement. On doit veiller à ce que ces moustiquaires-là ne se retrouvent pas sur le marché. Nous devons veiller à ce que ces moustiquaires-là soient utilisés selon les dispositions prises par le programme et ses partenaires. Dans la commune de Matam, 24 000 ménages sont dénombrés pour un total de 112 500 moustiquaires à distribuer. Ici, comme dans toutes les autres communes de la capitale, 1400 agents distributeurs sont déployés. Des stratégies avancées pour réduire le taux d'incidence du paludisme chez plus de 2 millions d'habitants de la capitale à travers l'utilisation correcte des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Le projet Stop Palu est l'un des partenaires clés de la campagne. L'ambition du projet Stop Palu Plus est d'atteindre et de maintenir une couverture universelle de la population guinéenne par des interventions efficaces de lutte contre le paludisme. Eu égard à cet ambitieux objectif, je voudrais, au nom du projet Stop Palu Plus, vous exhorter à vous investir pleinement dans la sensibilisation des populations de Conakry pour une utilisation effective de 1 176 000 moustiquaires. La région de Conakry constitue la dernière phase de distribution de masse des MIDA, une campagne qui s'étend sur 5 jours. L'action permet davantage à la Guinée de baisser considérablement le taux de prévalence parasitaire du paludisme. Un taux qui est passé depuis 2016 de 44% à 15% et avant 2020, il devrait être à 0%. Présentation de la soutenance de 6 thèses de doctorat au Centre de recherche scientifique de Conakry-Robané face aux membres du jury composé de Guinéens, Ivoiriens et Russes. Les doctorants ont traité d'un sujet lié à la protection de l'environnement marin et côtier. Francis Collier. 6 candidats pour le grade de doctorat devant un jury de haut niveau. Le caractère scientifique de la recherche impose toute la rigueur du jury composé de Guinéens, Ivoiriens et Russes. Les thèses portent sur l'environnement marin et côtier, assorties de recommandations et propositions pour la protection des espèces marines. Entre Africains, on doit partager nos bonnes pratiques, nos expériences. Ça permet de tirer tout le monde un peu vers l'avant. Et vous voyez également, il y a une coopération internationale avec le collègue de la Russie qui vient apporter également son expérience. La formation de 1000 PhD et 5000 masters est une aspiration des autorités de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dans cette démarche, les jeunes sont au premier plan. Ce choix stratégique vise à assurer la relève des cadres et préserver la qualité de la formation. La vie sur Terre dépend à 90% de ce qui se passe dans la mer. Donc si on n'en prend pas soin, on ne participe pas à régénérer ce qui est normal, ce qui est bien pour la vie, on risque d'avoir des problèmes plus tard. C'est pourquoi nous avons imaginé, parce que c'est la seule structure qui gère tous les problèmes scientifiques de la mer en République de Guinée. L'école doctorale du CERESCOR est en train de nous aider dans l'exécution de ce projet. C'est ce qui va nous permettre à l'horizon 2025 d'avoir comme minimum pour les enseignants du supérieur le diplôme de master. Les écoles doctorales sont là pour appuyer non seulement ce projet, mais pour qualifier le personnel enseignant et le personnel chercheur. L'école doctorale du Centre de recherche scientifique de Conakry-Robané CERESCOR forme des compétences en océanographie. Depuis 2012, date de sa création, l'école a eu à former 2 promotions de 13 doctorants. Avec le grade de docteur, ces cadres pourront représenter la Guinée dans les rencontres scientifiques au niveau international.
Après la Guinée-Bissau, l'agence du service civique d'action pour le développement ASCAD continue d'inspirer les pays de la sous-région ouest-africaine. Une forte délégation ivoirienne séjourne à Conakry pour se servir de l'expérience de la Guinée en matière de formation et d'insertion socio-professionnelle. Ça, marathon. Dans les installations de l'ASCAD, agence du service civique d'action pour le développement, située au camp Alpha Diallo, une mission de la République de Côte d'Ivoire. La délégation est conduite par le directeur de cabinet du secrétariat d'État du service civique ivoirien. Devant les visiteurs, les responsables de cette institution exposent leurs méthodes de formation et la politique d'insertion socio-professionnelle de leurs étudiants. Ce qui nous a marqué fondamentalement dans l'ASCAD de Conakry, c'est le taux d'insertion des jeunes. Il est indiqué que ce taux est au-delà de 70%, c'est-à-dire 75%, au-delà de 75%. Je pense que cela est édifiant, mais également aussi la prise en compte des femmes dans les différents centres de service civique. Et cela, je pense que est salutaire, mais également la perspective au niveau de l'ASCAD Guinée d'ouvrir à partir de 2021 jusqu'en 2023 dans les programmes d'autres centres de service civique. Je pense que ça rejoint l'idée de la Côte d'Ivoire qui est de faire en sorte qu'il y ait plusieurs centres de service civique sur les différents territoires nationaux. Du camp Alpha Diallo, nous voici à l'agence du service civique d'action pour le développement de Kindia. Dans cet établissement, logé dans l'enceinte du centre de recherche agronomique de Foulaya, 50 stagiaires apprennent la transformation agroalimentaire et la polyculture. Après une année de formation, un demi-hectare de bananeraies est mis en valeur par les apprenants. Ce que je constate, c'est que les jeunes ont vraiment bien appris et qu'ils sont vraiment sur les meilleurs marchés en ce qui concerne la banane et ses sous-produits. Donc nous sommes très fiers de ce que nous avons vu chez ces jeunes-là. À l'image de la polyculture et de la transformation agroalimentaire, plusieurs autres opportunités de formation s'offrent aux jeunes apprenants de l'ASCAD. Une politique que les dirigeants de cette école de seconde chance comptent élargir en vue de mieux lutter contre le chômage. Le problème du chômage, c'est un ensemble de politiques qui permettent d'endiguer. Le problème de précarité, c'est un ensemble de politiques. Mais le SCAD, c'est un outil spécifique et efficace parce qu'il bénéficie de l'appui de l'armée, il bénéficie de l'appui des spécialistes en métier, il bénéficie également d'un cadre bien huilé de formation de la rentrée à la sortie des jeunes. Donc, fort de cet avantage, le personnel et l'ensemble des partenaires qui accompagnent l'ASCAD, nous sommes prêts à faire mieux. Initié par le président de la République, le professeur Alpha Condé, avec l'appui de la coopération française, l'agence du service civique d'action pour le développement œuvre depuis 2011 dans la formation des jeunes. Son credo, développer le savoir-être et le savoir-faire dans un cadre civilo-militaire. Dernier élément avant de nous quitter, Kamsara a abrité la première session de la revue communale. Élus locaux et partenaires ont échangé sur les questions liées au développement de cette commune de convergence. C'est une initiative de l'UNICEF qui accompagne le projet. Younoussa Tawel Kamara. À Kamsara, l'une des 40 communes de convergence du pays, les élus locaux et partenaires techniques et financiers se sont retrouvés pour la revue du programme d'assistance communautaire. Ces assises ont été dominées par les sujets de développement local et l'amélioration de la couverture sanitaire à Kamsara. Faire le point de la situation des actions et initiatives en cours de réalisation avec l'approche commune de convergence, discuter et documenter les élus locaux et faire des recommandations pour tout ce qui est question dans le sens du renforcement des capacités de ces élus. Dans le plan de travail de l'UNICEF, ils ont des périodicités pour procéder à une évaluation de leur projet. La revue, ce n'est rien d'autre que voir, d'abord voilà ce que j'avais décidé, qu'est-ce qui est fait en fonction de ma décision, quels sont les objectifs qui sont atteints et ceux qui ne sont pas atteints, pourquoi ils ne sont pas atteints, et revoir ça, corriger pour relancer. Pour accompagner les élus locaux dans leur programme de développement communautaire, l'UNICEF mise sur le respect des droits des enfants, la santé et l'éducation, ainsi que l'état civil des populations vivant dans la communauté. D'où la nécessité d'offrir ces 18 motos à la commune de Kamsara en vue de faciliter la mobilité des agents sur le terrain. Le
plus important pour nous, c'est de nous assurer que dans chacune des communes de convergence, les droits des enfants sont réalisés pleinement. Que ce soit le droit à la santé, que ce soit le droit à l'éducation, que ce soit le droit à l'état civil, que ce soit le droit à la nutrition, dans un environnement protecteur pour les enfants et dans un environnement assaini avec une accessibilité à l'eau. La mobilisation des ressources, la bonne gestion et la participation des jeunes au développement communautaire ont été également débattues au cours de cette revue communale de Kamsar. Mesdames et messieurs, c'est ici qu'on s'arrête. Merci de nous avoir suivis et passez une douce nuit en compagnie des programmes de la télévision nationale. À très vite.